Premier ministre demande de lancer rapidement la construction de la première centrale nucléaire du pays pour qu'elle puisse achever d'ici le 31 décembre 2030. Le Vietnam est actuellement le troisième plus grand exportateur de fruits de mer du monde. L'industrie de la pêche vise le cap de 11 milliards de dollars. Huế accueillera l'année du tourisme national et le festival de Huế 2025, deux événements phares pour le développement touristique de cette ville. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le secrétaire général du parti Tolum a présidé ce mardi 4 février à Hanoï une réunion du secrétariat pour évaluer l'organisation du Nouvel An lunaire 2025. Il a salué les efforts des comités du parti et des autorités à tous les niveaux pour la bonne organisation du TET. Concernant les tâches à venir, le leader du parti a demandé aux agences, unités et localités de se remettre immédiatement au travail après les vacances du TET en se concentrant sur l'achèvement des tâches de février 2025 et sur les objectifs du premier trimestre. Tolum a demandé de mener à bien la rationalisation de l'appareil du système politique et de redoubler d'efforts pour atteindre l'objectif de croissance du PIB de plus de 8% en 2025. Afin de créer une dynamique pour une croissance à 2 chiffres pour la période 2026-2030. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce mardi la deuxième réunion du comité de pilotage pour la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuận. Il a demandé de lancer rapidement la construction de ce projet qui avait été approuvé pour investissement en 2009 par l'Assemblée nationale avec 2 réacteurs et une puissance de plus de 4000 MW. Face aux nouvelles exigences de développement, fin 2024, le comité central du parti et l'Assemblée nationale ont examiné et convenu de redémarrer ce projet important. Lors de la réunion, le Premier ministre a ordonné aux organes compétents de perfectionner d'urgence le système juridique lié à l'énergie nucléaire et de compléter l'ajustement du plan national d'électricité 8 avant le 28 février 2025. Il a aussi demandé de construire une feuille de route afin de terminer la construction de la centrale d'ici le 31 décembre 2030 et au plus tard le 31 décembre 2031. Le Vietnam a marqué le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste par une série de célébrations d'envergure nationale et internationale. À Hanoï, 2 événements majeurs ont rythmé les commémorations. Une soirée artistique au théâtre Hồ Gươm, en présence du secrétaire général du Parti communiste Tolum, et un programme culturel sur la place du 19 août, auquel a assisté le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn. Ces célébrations retracent le parcours historique du PCV. Elles honorent l'héritage du président Ho Chi Minh, l'engagement des prédécesseurs et le sacrifice des héros pour l'indépendance nationale. La résolution 57 du Politburo ouvre des opportunités révolutionnaires pour attirer les talents, en particulier les experts et les scientifiques. Dans la mégapole du Sud, les scientifiques et les experts sont considérés comme la force principale du développement de la science, de la technologie et de l'innovation. Ainsi, Ho Chi Minh Ville met l'accent sur l'attraction et l'utilisation des talents grâce à des mécanismes de recrutement flexibles, une rémunération compétitive et la simplification des procédures administratives. En 2024, l'Université des technologies de l'information de Ho Chi Minh Ville n'a attiré qu'un seul scientifique pour enseigner au département de génie informatique. Le problème réside dans les procédures administratives. Pour les personnes âgées et celles ayant des origines étrangères, il est très difficile d'effectuer des démarches administratives. Pour surmonter cet obstacle, nous devons disposer d'un mécanisme pour attirer les étrangers et les Vietnamiens d'outre-mer travaillant dans les universités. La résolution 57 a été publiée pour permettre aux universités, aux instituts de recherche et aux entreprises technologiques de recruter, de payer les salaires et de traiter de manière proactive les personnes talentueuses.
Nous allons également mettre en œuvre un nouveau programme visant à attirer des assistants d'enseignement, c'est-à-dire des scientifiques vietnamiens qui enseignent actuellement dans les universités ou des scientifiques. Nous devrions également inviter les scientifiques qui collaborent avec les plus grandes entreprises technologiques du monde à contribuer à la science et à la technologie du Vietnam. Bien que Ho Chi Minh Ville ait mis en œuvre de nombreuses politiques révolutionnaires pour attirer des experts et des scientifiques, telles que la résolution 19, la résolution 25 et plus récemment la résolution 27 du Conseil populaire de la ville, avec un traitement exceptionnel, la portée de l'application de cette politique est toujours limitée, car elle se concentre uniquement sur le secteur public et le budget n'est pas assez important. La résolution 57 est une opportunité pour la ville d'accroître son autonomie en matière de recrutement et d'optimiser les avantages existants. Ho Chi Minh Ville recherche des contenus liés aux politiques spéciales du régime avec des ressources humaines hautement qualifiées. Les changements dans le mécanisme politique de la ville seront les conditions pour attirer des experts et des scientifiques dans les temps à venir. En plus de la possibilité d'attirer les talents, la résolution 57 crée une base pour que les localités se développent jusqu'à un niveau de rétention des talents. Ho Chi Minh Ville ne sera pas seulement un centre économique, mais deviendra également un lieu de convergence, de connaissances et d'innovation à la pointe du pays. L'industrie de la pêche maintient sa croissance depuis le début de l'année 2025. Cela apporte des signaux positifs pour que l'industrie atteigne le cap des exportations de 11 milliards de dollars. Le Vietnam est actuellement le troisième plus grand pays exportateur de fruits de mer derrière la Chine et la Norvège. Les entreprises exportatrices poursuivent le développement durable, cherchent à augmenter la valeur ajoutée de leurs produits. Début 2025, cette entreprise a reçu des commandes d'exportation directes vers la Russie au lieu de passer par des intermédiaires comme avant. Ce résultat a été obtenu grâce à l'engagement de l'entreprise à utiliser des matières premières traçables et à garantir la qualité de la sécurité alimentaire. Nous avons eu des commandes d'exportation directe vers un certain nombre de pays et avons travaillé avec des usines. C'est un bon signe. Nous accompagnons les entreprises dans la mise en œuvre de la traçabilité, la construction d'un système de données de traçabilité et la promotion des produits de la mer auprès des clients nationaux et étrangers. Dans le domaine de l'aquaculture, l'élevage marin de haute technologie a commencé à recevoir des réponses positives de la part des habitants de la côte centrale du Sud. Cette méthode d'élevage marin vise à augmenter l'efficacité de la production, à minimiser l'impact environnemental, à assurer la qualité des produits et le développement durable. Actuellement, les technologies appliquées comprennent des systèmes de cages marines intelligentes, des capteurs de surveillance de la qualité de l'eau, l'automatisation du processus d'alimentation et la surveillance à distance à l'aide de la technologie IoT. Notre objectif est de construire un pôle industriel en mer pour créer de nouveaux moyens de subsistance pour les pêcheurs. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement durable de l'économie maritime du Vietnam à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2045, les provinces côtières du centre continuent d'exploiter les ressources pour investir dans les infrastructures de pêche et les ports maritimes. De plus, les pêcheurs ont besoin d'accéder au crédit pour moderniser leurs navires de pêche. Parmi les principaux produits de la mer du Vietnam, le thon océanique se trouve au 3e rang en termes de valeur d'exportation, après les crevettes et le pangasius. En 2024, les exportations de thon océanique ont rapporté au pays environ 1 milliard de dollars. Au cours des premiers jours du nouvel an lunaire, plusieurs bateaux de pêche ont connu une belle récolte de thon. Les pêcheurs se montrent tous enthousiastes et prêts à partir en haute mer pour entamer la nouvelle année avec la détermination de respecter les réglementations, y compris la pêche INN. Tout de suite, état des lieux dans la province de Phu Yen. Après un voyage de 40 jours en mer, ce bateau de pêche a accosté au port de Tuy Hoa avec 80 thons, pesant chacun à 40 à 50 kg. La vente de ces thons devrait rapporter environ 300 millions de dong. Pour les pêcheurs, c'est un bon signe pour la nouvelle année lunaire. De nombreux bateaux de pêche se préparent avec impatience à leur première sortie en haute mer de l'année.
Le coût d'un long voyage de pêche en haute mer est d'environ 150 millions de dong. Alors, nous empochons un bénéfice de 150 millions de dong. Les thons s'exportent bien cette année. Depuis le 4e jour du nouvel an lunaire, les bateaux de pêche au thon de Phú Yên sont rentrés au port avec un rendement moyen de plus de 2 tonnes par bateau. Les prix des thons restent élevés. Cela motive fortement plus de 600 bateaux de pêche au thon de Phú Yên. Ces jeunes pêcheurs s'enragent à remplir correctement et régulièrement le journal de pêche et à ne pas violer les eaux maritimes étrangères. Le respect des réglementations de la pêche-in est un impératif. Tous nos bateaux de pêche sont équipés de dispositifs de surveillance et n'opèrent que dans les eaux vietnamiennes. L'itinéraire de chaque voyage de pêche est bien noté. C'est une base importante pour justifier que nous nous conformons aux réglementations. En 2024, les pêcheurs de Phú Yên ont récolté plus de 3500 tonnes de thon océanique. Cette année, chaque bateau de pêche de Phú Yên prévoit d'organiser de 6 à 8 sorties au large. Parallèlement à la sensibilisation au respect de la loi, les autorités locales soutiennent les pêcheurs pour retracer l'origine des fruits de mer exploités. Avec de tels efforts, on espère que la Commission européenne retirera la carton jaune contre les produits aquatiques vietnamiens. Tout de suite, notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, en coordination avec la province de Thái Bình, a lancé aujourd'hui la fête de plantation d'arbres pour l'année du serpent 2025. Cette activité fait aussi écho à la Journée mondiale des zones humides 2025. Les agences, les entreprises et les communautés sont appelées à mettre en œuvre efficacement le plan d'action national pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides pour la période 2021-2030. Lors de la cérémonie, les organisations et entreprises ont fait don de 10 000 jeunes plants de mangroves à la réserve naturelle de la zone humide de Thái Thụy. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, en coordination avec les parties vietnamiennes, prévoit de planter 1000 hectares de mangroves supplémentaires dans les années à venir. Les Vietnamiens sont de plus en plus conscients de leurs responsabilités environnementales tout en s'adaptant au changement climatique. En particulier, dans les provinces montagneuses, les habitants ont mis en œuvre de nombreuses solutions pour minimiser les effets des catastrophes naturelles. Tout de suite, notre reportage réalisé dans la commune de Tân Hóa, province de Quảng Bình, au centre. Résistante pas aux catastrophes naturelles, l'initiative de la maison flottante est née. Jusqu'à présent, chaque famille de la commune de Tân Hóa possède une maison flottante. Ces maisons aident non seulement les gens à se protéger des inondations, mais deviennent également des homestays pour les touristes. Cela a contribué à faire de Tân Hóa, d'un nombril d'inondations, le meilleur village touristique du monde en 2023. C'est incroyable. Tout le monde aime notre village, il est reconnu dans le monde entier. Je ne parle pas anglais, mais à chaque fois que les touristes me disent bonjour, ma maison flottante sert également d'hébergement pour les touristes. J'ai gagné un revenu stable. Avec des homestays uniques, de magnifiques paysages naturels et une culture locale distinctive, le village de Tân Hóa accueille chaque année 6 000 à 10 000 visiteurs, dont 80% sont des touristes étrangers. En plus des beaux paysages, je me suis également immergée dans la vie des populations locales pour en apprendre davantage sur leur histoire, leur culture et leur mode de vie.
En apprenant à cohabiter avec les inondations, les populations de Tân Hóa ont changé leur vie. Leurs initiatives d'adaptation au changement climatique sont devenues un modèle de développement durable. Le comité populaire de la ville de Huế a récemment annoncé l'organisation de l'année du tourisme national 2025 et du festival de Huế 2025. Avec pour thème Huế, ancienne capitale, nouvelle opportunité, le programme de cette année comprend environ 170 activités et événements culturels touristiques. Avec ces deux événements, le tourisme de Huế vise une percée en 2025. Voici le palais Tai Hoa. Il s'agit d'une œuvre architecturale importante de la citadelle de Huế, récemment rouverte au public. Après une longue restauration, le palais a attiré les touristes nationaux et internationaux. Le plus important, c'est que, lorsque je viens ici, je ressens encore la majesté et la valeur historique du bâtiment. J'espère que les travaux de conservation de ce palais continueront à être bien réalisés. La ville a soigneusement planifié et mobilisé des ressources pour assurer le succès de l'année nationale du tourisme 2025. Sous le thème « Huế ancienne capitale, nouvelles opportunités », l'événement de cette année se concentre sur 4 groupes de programmes principaux, mettant en valeur 4 thèmes saisonniers. Il s'agit du festival printanier intitulé « Le printemps de l'ancienne capitale impériale », du festival estival « La citadelle qui brille », du festival Huế en automne et du festival Huế en hiver. Nous créerons des produits culturels et historiques combinés avec de l'éclairage et de la haute technologie, dans le but d'apporter de la valeur et de l'émotion aux visiteurs. Après être devenue une ville gérée de manière centralisée, la ville de Huế s'est fixé de nombreuses tâches et objectifs pour affirmer le tourisme comme le fer de lance du secteur économique local. Nous nous concentrons sur la collaboration avec les agences de voyage pour intégrer ces événements dans leur circuit. En outre, nous nous efforçons d'innover en matière de produits culturels, de circuits touristiques et de spectacles afin de prolonger le séjour des visiteurs à Huế. Promouvant son riche patrimoine culturel d'ancienne capitale, la ville de Huế est déterminée à créer une percée dans le tourisme d'ici 2025, saisissant de nouvelles opportunités dans la nouvelle ère du pays. Le Vietnam connaît le taux de reprise du tourisme le plus rapide d'Asie du Sud-Est. En 2024, le Vietnam a accueilli 17,6 millions de visiteurs internationaux. Le taux de guérison du tourisme vietnamien a atteint 98% par rapport à la période précédente de la pandémie de Covid-19, soit plus élevé que dans d'autres pays de la région tels que la Thaïlande, Singapour et l'Indonésie. Cette année, l'industrie touristique vietnamienne vise à accueillir 22 à 23 millions de visiteurs internationaux. Il s'agit d'un objectif ambitieux, mais réalisable. Dans sa stratégie de développement, le Vietnam est déterminé à faire du tourisme un secteur économique clé. Situé à 1600 mètres d'altitude dans le nord du Vietnam, Sapa, un district de la province montagneuse de Lào Cai, jouit d'un climat frais toute l'année, de paysages spectaculaires et d'une culture indigène unique. Cette localité vise à devenir un centre de villégiature de classe mondiale avec des infrastructures et des services modernes. Le guide de voyage britannique Rough Guide a récemment publié le top 10 des destinations les plus attrayantes en Asie du Sud-Est, dans lequel Sapa s'est classé 6e. Les rizières en terrasse de Sapa ont été élues parmi les 7 plus belles et les plus impressionnantes en Asie. Ces dernières années, ce lieu est devenu une destination incontournable pour de nombreux touristes, dont les étrangers. Tout de suite, une visite guidée. Le Vietnam, un pays magnifique, amical et hospitalier, a conquis le cœur de nombreux étrangers. Luke Leuven, un rappeur canadien, en est un exemple. Après de nombreuses années de travail et de vie au Vietnam, ce pays a apporté à Luke Leuven de belles expériences. La raison pour laquelle il y reste est l'amour. Sapa, la ville dans les nuages, est son prochain voyage. Les champs en terrasse, lors de la saison de rimure, sont comme un tableau d'artiste. La nature a doté ce lieu de paysages magnifiques. Les toits cachés derrière la fumée, les cuisines
permettent aux visiteurs de se sentir paisibles et détendus. Et voici le village de Ta Van, une destination sereine connue pour sa culture ethnique dynamique et ses rizières en terrasse à couper le souffle. Pour explorer le village de Ta Van, à Sapa, nous devons marcher pour mieux découvrir la vie des habitants d'ici. Hello, how are you? Yeah. What? I'm from Canada. Yeah. Le village de Ta Van abrite 3 communautés ethniques minoritaires, dont les Aï, les Hmong et les Ao rouges. En venant ici, les visiteurs sont toujours impressionnés par les maisons anciennes situées à proximité du bord de la route. Une occasion rare de s'immerger dans la vie des populations locales, de découvrir où ils vivent et leurs activités quotidiennes. Faire un tour au village, discuter avec les autochtones et siroter un verre de vin de maïs est une expérience intéressante et unique à ne pas manquer. Il y a de nombreux produits en brocart ici. J'achèterai certainement un sac pour ma femme. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Nous brodons des articles à vendre. Je peux essayer? Bien sûr, je vais vous aider. Ces femmes sont en bonne santé. Elles peuvent marcher pendant des heures pour acheter du matériel pour fabriquer des objets artisanaux. Sapa est célèbre dans le monde entier pour le Fansipan. C'est le plus haut sommet de la péninsule indo-chinoise. Il est connu sous le nom de toit de l'Indochine. Une fois, j'ai essayé de grimper au sommet de la montagne Fansipan, mais je n'ai fait que la moitié du chemin et j'ai abandonné. Fansipan est le plus haut sommet du Vietnam, situé sur la chaîne de montagnes Hoàng Liên Sơn, dans la région nord-ouest du Vietnam. Ce sommet a une hauteur de 3143 mètres. Lors de cette deuxième tentative, j'ai finalement grimpé au sommet du Fansipan. Debout au sommet du Fansipan, les visiteurs peuvent s'immerger dans un paysage naturel majestueux et poétique. Une merveille que la nature a conférée à ce lieu. Le paysage ici crée un sentiment époustouflant et magique. Parmi les merveilles remarquables figurent le temple Kim Sơn Bảo Thắng et la statue en bronze du Bouddha Amitabha, la plus haute statue en bronze d'Asie. C'est le trésor au sommet sacré. Une chose merveilleuse à propos de Fansipan, ce sont ces fleurs. Je n'arrive pas à croire qu'elles puissent pousser au sommet de la montagne. C'est étonnant qu'ils puissent fleurir dans ces conditions. Avec des terres arides et un climat rigoureux, pendant de nombreuses années, les habitants d'ici ont pu transporter des centaines de blocs de terre fertile jusqu'au sommet de la montagne, testant et cultivant des plantes à fleurs. Les fleurs qui fleurissent sur les montagnes rocheuses ont ajouté à la beauté particulière des montagnes et des forêts du nord-ouest du pays. Ce voyage a amené Luc Leuven à ressentir profondément la magie de la nature et la beauté de la culture, le pays, ainsi que la gentillesse et l'hospitalité du peuple vietnamien. Toutes ces choses lui ont laissé de nombreuses bonnes impressions et ont nourri son amour pour ce pays. Voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.